Notre podcast a un nouveau sponsor. En plus de cela, c'est une de mes marques préférées, Brag.ch. Un magasin en ligne avec plus de 200 000 produits. Et honnêtement, j'ai testé personnellement et c'est vachement pratique. brack.ch. Allez checker. L'interphone, oui, salut, c'est Loulou. Je dis, ouais, Loulou, un mec, un tzigane, mais un chaud, hein. Loulou, un caïd, quoi, tu vois ce que je veux dire, un manouche caïd. Il m'a vu grandir, cet homme-là. Et qu'il te connaissait? Il me connaissait, c'était un ami de la famille. Et il me dit, tu me fais rentrer avec son accent tzigane, manouche, tu me fais rentrer, ma petite? Je dis, oui, vas-y, rentre. Je me demandais pourquoi il était là. Je commençais à avoir la pression, tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'il me veut? Et puis, tu me fais un café? Ouais, je te fais un café, pas de problème. Il fait, tu sais pourquoi je suis là, ma petite? Je fais, bah non, je sais pas, et tout. Il me fait, bah écoute, je vais te le dire. Il me dit, ta mère, elle m'a proposé 10 000 € pour occuper de ton mari. Je suis Yohan Jorou. Bienvenue sur le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec Blick. Maltraitance, manipulation et même des menaces de mort. Aujourd'hui, nous recevons Mélanie qui va nous expliquer la relation malsaine entre elle et sa maman. Bonne écoute. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas que nous sommes disponibles en audio et vidéo sur toutes les plateformes. Donnez-nous cette force. Nous avons besoin de votre force. Partagez, commentez, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Mélanie, bonjour. Salut Joe. Comment ça va? Ça va et toi? Très très bien, merci. Tu sais quoi, je suis très très content, même si on a dû beaucoup discuter pour enfin te recevoir ici pour nous parler, partager un petit peu une période de ta vie un petit peu complexe. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, ouais, je suis très excité et impatient que tu me racontes tout ça. Merci, je suis contente d'être avec toi aussi. C'est gentil. Et je me sens déjà super à l'aise, donc merci de m'accueillir chez toi. Ça va être cool. C'est un honneur. Super, merci. Alors raconte-moi un petit peu ton actualité, Mel. Comment ça se passe en ce moment pour toi? Écoute, période Covid, hein, je pense que c'est un peu la merde pour tout le monde. Ouais. Donc, Parce que tu es dans quoi? Un petit peu compliqué. Enfin, moi, j'ai un institut de beauté au centre-ville de Genève, un grand centre de 200 mètres carrés que je gère depuis 15 ans, qui s'appelle Institut Ferraris, qui porte mon nom. Wow. Voilà. Et donc, j'ai quand même du personnel, donc c'est vrai que c'est compliqué là en ce moment. Ça fait 15 ans que je suis dedans. Ouais. Et indépendante. Oui, complètement. Donc entrepreneuse. Donc c'est gérante, propriétaire gérante de l'institut. Et puis je travaille également en tant que dermographe au sein de l'institut. Voilà. Et je m'occupe de la formation des apprentis aussi. Voilà. Et c'est ma passion. C'est ta passion. C'est mon bébé. Voilà, depuis 15 ans. Félicitations. C'est ma vie, quoi. Félicitations. Merci. Et comment on arrive à tout ça? Explique-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans ton évolution, dans ton développement pour être une femme comme ça. Comment j'en suis arrivée là? Exactement. Si on prend un petit peu au début, ta vie de famille. Oui, alors en vie de famille assez chaotique, hein. C'est pas le monde des bisounours chez moi. Je suis la deuxième enfant d'une famille recomposée de 8 enfants. D'accord. Donc voilà, c'était une enfance un petit peu compliquée. Mes parents, ils ont divorcé, j'avais 3 ans, avec mes 2 sœurs. Et très rapidement, ma mère s'est remise avec un homme qui l'a accueilli avec ses trois enfants, un homme très sympa. Mon père aussi, il s'est pas remarié lui, mais il s'est remis en couple rapidement avec une jeune fille aussi très sympa, qui a été ma belle-mère pendant des années, et mon beau-père aussi. D'accord. Et puis voilà, j'ai des parents qui sont très jeunes, donc et qui ont divorcé assez rapidement. Mais j'avais l'amour quand même de mon beau-père et de ma belle-mère. Avec ma mère, c'était un petit peu plus compliqué. Oui. Et vous avez grandi où? Dans quelle région? Là, j'ai grandi un petit peu partout. On a beaucoup bougé. Voilà, beaucoup bougé. J'ai passé une bonne partie de mon enfance en Haute-Savoie. D'accord. Jusqu'à l'âge à peu près de 10 ans, on a grandi dans une ferme. C'était assez sympa jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis après, en fait, si tu veux, pour expliquer, ma maman, elle a été abandonnée à la naissance. Okay. Et donc, elle connaît pas du tout ses vrais parents. Et quand elle s'est mise avec cet homme-là, donc son deuxième mari, c'est lui qui l'a incitée à faire des recherches pour retrouver ses vrais parents. Et elle s'est rendue compte à l'âge de 25 ans que ses parents
surtout sa mère, et faisait partie de la famille de Manouche, de Tziganes, des gens du voyage. Manouche, d'accord. Et c'est à ce moment-là où ma vie a un petit peu plus changé, où du jour au lendemain, on est devenu un peu des gens du voyage. On a commencé à habiter dans une caravane. Ah, vraiment? Il y a vraiment oui. eu ce Oui, il y a eu ça, changement radical. oui. Ouais, ça a été radical, oui, ça a été... en fait, elle a changé dans son comportement. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a toute sa famille de gens du voyage qui ont commencé à squatter un petit peu la maison, notre terrain. Hein, ils sont venus avec leur caravane, etc., à nous envahir. Et puis elle était tellement heureuse de se dire, ben voilà, j'ai une famille... donc Enfin, elle en de a retrouver- profité, voilà. Et puis c'était peut-être pas des gens... peut-être pas des gens très très sains et honnêtes, et c'est vrai D'accord. qu'effectivement ça a déteint sur son caractère, ou ça fait ressortir peut-être des traits de son caractère, et là ça a commencé à tourner un petit peu, c'était un petit peu difficile à ce moment-là. Donc, quand tu parles de relations compliquées, ça veut dire que, est-ce que vous aviez avant ça une relation fusionnelle? Ou Non, pas vraiment? j'ai jamais eu de relation fusionnelle. Ma mère, on n'a pas des enfants désirés, nous, dans la famille, en tout cas pas les filles. C'est ce qu'elle a dit? Les trois filles, c'est ce que mon père a dit. Ma mère a fait des enfants pour tenir mon père. Elle lui a fait des enfants dans le dos, et mon père nous a balancé ça il y a pas si longtemps que ça. Il nous a bien fait comprendre qu'on n'était pas désirés, qu'on n'était pas des enfants désirés, et que voilà, Wow. c'était pas, ouais. Oui. Et puis elle, ça l'arrangeait bien aussi. Elle s'est rendue compte qu'avec les allocations familiales qui tombaient tous les mois, plus elle en faisait et plus ça l'arrangeait financièrement. Donc je pense qu'elle a joué aussi un petit peu là-dessus. Donc il y avait vraiment un petit peu cette, entre guillemets, double personnalité, j'ai envie de dire. Double personnalité, alors ouais, si on peut parler de troubles du comportement, oui, ma mère, c'était une personne qui avait vraiment deux facettes, qui était autant, elle pouvait être adorable, tu pouvais vraiment lui donner le bon Dieu sans confession, tu pouvais tout lui donner, les gens qui la connaissent pas, ils boivent ses paroles, mais elle a un côté aussi très noir, où elle peut être très méchante, verbalement et physiquement. Okay. Donc nous, les trois filles, on a quand même subi comment dire, de la maltraitance. Okay. Et c'est vrai qu'elle avait la main légère, et elle avait un côté quand même assez sadique quand on était petite, ouais. Ça a duré jusqu'à que je parte de la maison. Et tu penses que tout ça a été le moment fatidique a été du moment où elle savait qu'elle était, en fait, Tzigane Manouche, ouais, ou qu'elle avait, en fait, relié certains liens avec ces personnes-là? Je pense que comme c'est des gens qui vivent vraiment dans un monde complètement à part, les gens du voyage, c'est vraiment une communauté à part, c'est une famille, hein, les gens, et c'est vrai qu'ils ont peut-être une façon d'éduquer différente je veux pas dire je sais pas comment on peut parler de gens des Français ou des Européens, je sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas, elle a pris peut-être exemple, effectivement, où c'est peut-être sa vraie personnalité qui est ressortie à ce moment-là. Peut-être qu'elle jouait un rôle vis-à-vis de mon beau-père au début, et puis qu'après, sa vraie personnalité est ressortie. Mais c'est vrai que c'est vraiment à ce moment-là où ça a commencé à vraiment dégénérer, oui. Alors, quelle était sa vraie personnalité avec vous, avec toi plus particulièrement? C'est-à-dire que nous, on était les petites cendrillons à la maison. Il fallait faire le ménage. Il fallait que quand elle allait au travail, quand elle rentre du boulot, il fallait que le ménage soit fait, que le linge soit repassé. Et là, tu as à peine 10 ans. Mais moi, je faisais la vaisselle sur un petit tabouret à l'âge de 3 ans, 4 ans déjà. Ouais. Et surtout ma grande sœur, effectivement, qui passait par exemple des après-midi à faire du repassage, parce qu'il y avait toujours 3 tonnes de linge qui traînaient à la maison, et à plier le linge. Et si elle rentrait du boulot énervée, elle prenait le linge, elle mettait tout par terre. Et elle disait, tu recommences. Ou ça lui prenait des fois, quand elle était énervée, ça lui prenait aussi des fois dans la tête de se pointer dans notre chambre à 3 heures du matin pour nous réveiller avec coup de torchon dans la gueule, lève-toi, et nous foutre nos affaires par terre, notre placard par terre, range ton bordel. Ah ouais. À 3 heures du matin, ouais, quand tu as 8-10 ans et que tu te réveilles comme ça, tu te demandes ce qui t'arrive. Voilà, c'était un peu une vie, c'était un peu comme ça, c'était vraiment...
Et puis, elle avait une façon aussi, c'est vrai que moi, je ne comprenais pas, mais quand je te disais elle avait un côté que j'adorais, elle a vraiment la double personnalité. Elle avait, en fait, pendant des années, elle a eu un amant. D'accord. Donc, elle trompait mon beau-père. Et puis, en fait, elle nous mettait ses enfants dans sa vie, en fait, dans sa relation. Donc vous étiez parti de ce genre de choses. Ouais, C'était elle allait à boire des l'œil nu, verres, vous- elle s'en cachait pas. Donc, elle D'accord. se cachait pas de sa relation. Et Alors, devant nous, le beau-père non plus? lui, il savait sans savoir. Mais c'était en cachette, mais il savait parce qu'il l'avait chopé 2, 3 fois. Mais il fermait les yeux parce qu'il aimait trop ma mère. Il était fou de ma mère. Ma mère, c'était une femme qui mettait les hommes à ses pieds, qui vraiment? ouais, qui était très forte pour amadouer les gens et qui avait une prestance et qui endort tout le monde, qui endormait tout le monde. Donc est-ce qu'elle arrivait aussi à t'endormir toi au niveau? Est-ce que tu arrivais à te sentir Oui. aimé malgré tout ça? Oui, elle a réussi à m'endormir pendant des années. Parce qu'en fait, tu veux y croire, parce qu'en fait, elle te fait croire, oui, mais je vais changer, oui, mais elle arrive à te convaincre, tu vois. Alors, tu veux y croire, puis tu te dis, ben, c'est ma mère, elle a changé. C'est au fil des années, tu essayes de quand même faire des efforts, parce que les gens, ils te disent, ouais, non, mais sois pas trop dur, c'est ta maman, tu dois faire des efforts. Alors, j'ai fait des efforts. Jusqu'au jour où tu te réveilles et tu te dis, non, mais ça sert à rien, en fait. Tu peux pas aimer pour deux, elle t'aime pas, de toute façon, elle a pas la fibre maternelle. Elle l'avait pas. Elle l'a jamais eu, elle nous aime pas, elle aime pas les filles, elle aime que les garçons. Il y avait vraiment une différence de traitement Oui, il y avait une différence de traitement, ouais, carrément. qui était vraiment ressentie surtout. Donc les garçons, eux, ne faisaient pas ces tâches que vous faisiez par exemple. J'ai 2 frères qui sont les chouchous de ma mère et que vraiment elle les idolâtre. Elle a un de mes frères où ça a été compliqué, qu'elle a maltraité aussi. Et lui, il est aussi un petit peu, voilà, il est mal vis-à-vis de ça aussi. Mais maintenant que je suis grande et quand tu comprends plein de choses, je sais pourquoi elle a été méchante avec lui, en fait. D'accord. Tu nous expliqueras ça peut-être un petit peu dans les détails. Oui. Et comment toi, en tant que femme, justement, en tant que petite fille, qui souvent, on prend comme modèle notre maman. Ouais. Toi, tu percevais comment, au final, cette maman qui était devant toi? En fait, tu t'en rends compte quand tu es à l'école, quand tu vois les parents des autres, quand tu vas dormir chez les copines. Moi, je rêvais la vie des autres. Je me disais, je veux une mère, je veux qu'elle, ce soit ma mère. T'avais honte de ta mère un petit peu, quand même? J'avais honte de ma mère. Trop. J'ai toujours eu honte d'elle. Même quand j'avais un petit copain, je dis, écoute, tu vas venir chez moi, mais écoute, ma mère, je vais pas te la présenter, mais je t'explique, bon, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Ma mère, c'était, en fait, ouais, et puis, elle était capable, nous, par exemple, elle disait, allez, c'est la fête, c'est ton anniversaire. On va faire une boum, donc on va inviter tous les copains. Elle aimait bien faire les choses, c'est Noël, l'anniversaire, les trucs, il fallait toujours que ce soit féerique, machin. Alors, une fois, elle a fait une fête pour ma sœur, c'était ses 14 ans, elle a invité tous ses copains. Et elle lui a tapé la honte, elle a fait une grosse crise pendant la fête, elle a fracassé ma sœur. Elle a dit à tout le monde, vous dégagez, vous rentrez. Ouais. Donc ouais. elle avait... Donc... Elle avait 14 ans, moi j'avais 12 ans. Donc même devant les autres, c'était pas un problème? Ah mais c'était son plaisir, devant les autres, de nous humilier, de nous fracasser. Devant les autres, mais devant les jeunes. Ah. Tu vois, s'il y avait des gens... des adultes. Non, des adultes, c'était... Mon Dieu, quand il y avait des invités à la maison, c'était... Mais oh là là, mais qu'est-ce que tes fils sont bien élevés, parce que ça marchait droit. Hein. Nous, c'était un regard. Hein. Un regard, et ça marchait droit. Donc, si on était invité, on ne peut pas se servir 2 fois. On devait... Enfin, ce qui est normal, hein, il y a des règles, effectivement, à respecter. Mais c'est vrai qu'il suffisait d'un regard. Ma mère, puis si elle était énervée, tout ce qui lui passait par la main, elle te le fout. Voilà. Ça... Puis elle gueulait tout le temps. Non, non, c'était pas mon exemple du tout, ma mère. C'était moi, je rêvais déjà, j'avais une hâte, c'était de grandir et de partir le plus vite possible. Et mon rêve, c'était de ne pas lui ressembler, surtout, d'être son opposé. De son opposé, carrément. Ouais. Et est-ce que le beau-père, quel rôle a joué le beau-père dans tout ça? Mon beau-père, ça a été un ange tombé du ciel pour nous. Ça a été, franchement, c'était une personne extraordinaire. Un homme gentil, un bosseur. Lui, il travaillait beaucoup. Et puis, elle se foutait de sa gueule. Donc, elle prenait l'argent, elle disait, j'ai payé les factures, elle ne payait pas. Mais lui, c'est vrai il nous a pris comme ses filles. Il a pris ma mère et s'il avait pu nous adopter, il nous aurait adoptés. Donc, il a vraiment joué son rôle de beau-père, même plus que ce qu'il aurait... Voilà.
Et c'est vrai que c'était quelqu'un de... Mais quand même, j'ai des flashs, j'ai des souvenirs aussi où il avait aussi la main parfois légère. Et j'ai un souvenir où une fois, on était en train de jouer dans la chambre et puis lui, il est rentré comme ça d'un coup. On s'est pris une grosse claque dans la gueule chacun. Moi, j'étais avec ma Barbie, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça, c'est parce que je viens de me prendre la tête avec votre mère à cause de vous. Donc il était influencé par... Influencée. Puis quand elle pétait des câbles et qu'elle nous engueulait, souvent pour rien, lui, il essayait de nous défendre parce qu'il était mal à l'aise, il était gêné de la situation. Tu sentais que c'était malsain, en fait. Et puis, donc, il essayait de dire « Non, mais c'est bon, laisse-les tranquilles, ça suffit ». Donc, elle, après, s'acharnait sur lui. Puis, elle disait des choses qui n'étaient pas non plus... qui n'étaient pas très catholiques, on va dire. Mais quelles choses vous avez pu, en fait, vivre, toi et tes sœurs, quand on prend, par exemple, un rôle modèle d'une maman qui ferait des câlins, qui ferait la vaisselle, ou qui ferait ce genre de choses comme ça. Quelles sont les choses les plus abominables que votre mère vous a fait vivre en soi, en tant que jeune fille, même pas développée psychologiquement et qui ont vraiment cette attache maternelle? Des choses abominables quand on est petit, enfin, quand je suis petite ou plus tard, parce que déjà quand, dans ton évolution, donc cette période-là, quand elle sait qu'elle est tzigane manouche et qu'elle se rend compte en fait que voilà, elle a envie de changer. Il y a des choses qui t'ont marqué, c'est-à-dire que si on arrivait et qu'on avait des poux, par exemple, elle ne cherchait pas à comprendre, à savoir si elle allait prendre la peine de prendre un peigne, de nous enlever les poux ou un produit. Elle nous rasait la tête. Et on allait à l'école avec la tête rasée. Elle cherchait pas à comprendre, tu vois ce que je veux dire? Ou alors elle avait décidé, bon bah cette semaine vous allez vous habiller comme ça, j'ai pas envie que vous vous salissiez, donc vous allez porter un, comment dire, tu sais, ouais, les trucs que tu te protèges là, un tablier. Ok. Et puis elle avait décidé qu'on aille à l'école en tablier. Donc tu nous imagines toi dans les années 90, 95, d'arriver à l'école, t'es au collège, t'as un tablier. Déjà que tes copines elles apprennent que t'es tzigane, t'es manouche, du jour au lendemain t'as pas de copine. T'es jamais bien habillée parce que elles n'avaient pas trop de thunes, donc on était toujours un peu cracra, tu vois. T'arrives avec les cheveux rasés, elle te dessinait avec la tondeuse des dessins, t'inquiète pas, c'est la mode, vous allez... C'était comme ça. Ah, vraiment? Oui. Donc, non, j'avais pas beaucoup de copines, et puis c'était beaucoup critiqué, les gens, voilà, tu sais, les enfants, comment ils sont, donc j'ai subi aussi un petit peu d'harcèlement. Donc c'était compliqué, j'avais envie de grandir, quoi, de sortir de là, de sortir de là, ouais, c'est ça. De faire mon petit propre chemin. J'ai envie de reprendre un point que tu as fait tout à l'heure. Tu as dit qui était, en parlant de ton beau-père. Ouais, malheureusement, il est décédé, mon beau-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est décédé très jeune, à l'âge de 33 ans. J'avais 16 ans. Et en fait, je pense qu'ils ont dû rester une dizaine d'années ensemble avec ma mère. Et puis, c'était effectivement toujours très chaotique, compliqué. Elle, c'était une femme malsaine, mais lui, il avait les yeux complètement voilés parce qu'il était fou amoureux. D'accord. On a essayé de lui ouvrir la face, en tout cas dans sa famille à lui, de lui dire « laisse tomber, c'est pas une femme pour toi ». Mais et puis, il y a eu une période où, donc, du coup, ils ont décidé de divorcer. Et de là, donc ils étaient en période de séparation. Donc moi, je me souviens, j'étais ado, j'étais très proche de mon beau-père, très très proche. Très, très et c'était une période en plus là où ils étaient en séparation. J'étais encore bien en conflit avec ma mère, ça allait pas vraiment pas, donc j'étais beaucoup plus proche de mon beau-père. Est-ce que lui prenait parti, essayait toujours de te défendre? Non, mais c'était que je voyais en fait son manège, je voyais comment elle traitait mon beau-père. Et puis quand t'es ado, tu te révoltes. Quand t'as 15-16 ans, tu te révoltes, tu vois les choses. Et je trouvais que c'était pas bien ce qu'elle faisait vis-à-vis de mon beau-père. Et un jour, je suis rentrée de l'école et puis je chope mon beau-père au salon. Je me colle à lui comme d'habitude. J'entends du bruit dans la cuisine et je dis mais c'est qui est là? Et puis il me fait bah c'est ta mère. Je dis mais c'est qui le mec qui est là? Ah bah c'est son nouveau mec. Je dis mais son nouveau mec. Ah mais ouais, elle a décidé. Puis je dis mais tu dis rien. Il me fait bon. Puis je sentais qu'il était pas bien. Et puis du coup ben je suis restée avec lui. J'ai pas parlé à ma mère. J'étais fâchée contre elle. Et une semaine après, après cette histoire-là, je rentre de l'école avec des amis qu'on avait avec mes parents, parce qu'on faisait beaucoup de camping quand on était petits, et puis on s'était liés d'amitié avec un couple d'Hollandais qui était toujours à côté de nous. D'accord.
et qui était tombé un petit peu amoureux de moi, qui voulait adopter un enfant, puis qui avait demandé à mes parents s'ils pouvaient m'adopter de cœur, parce qu'ils avaient eu le coup de cœur pour moi. Chaque année, ils me voyaient grandir, puis ils m'aimaient beaucoup. Donc, ils s'étaient liés d'amitié avec mes parents, et chaque année, on les voyait. Puis là, ils étaient avec nous à la maison. Donc, eux, ils sont venus me chercher à l'école. J'avais 16 ans, on est rentrés. Donc, j'avais un appartement comme ça, une maison en triplex. Donc, on est resté au salon peut-être 1 heure comme ça. J'ai fait le café, on a discuté, il n'y avait personne. J'entendais parler, puis j'avais mon petit frère, le dernier de 3 ans, qui était donc le fils de mon père, de mon beau-père, pardon, Ouais. qui était à côté de moi, puis lui, il était très collé à moi aussi. Parce que ma mère l'a fait, mais elle s'en est pas occupée, donc c'est moi qui C'est toi qui t'en occupes. m'en suis beaucoup, beaucoup occupée. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, c'est comme mon fils. D'accord. C'est mon bébé d'amour. Et donc, du coup, mon petit frère qui était là, mais je veux voir papa, parce qu'il était très collé à son père aussi. C'était toute sa vie. Puis au bout d'un moment, je dis, mais va voir, papa, il est en haut, je l'entends parler, va voir. Et puis au moment où il a monté, j'ai mon autre frère qui descend, donc son fils à lui, de 9 ans, et qui me dit, il me dit, regarde comme ça. Puis je le vois qu'il avait une tête bizarre. Et je lui dis, mais il y a quoi? Je voulais pas regarder, tu vois. Puis en fait, j'ai tourné la tête, puis mon père, il s'était pendu. Il s'était pendu de tristesse ou de désarroi ou Pendu, de révolte. alors, tu sais, sur le moment, tu te dis pas pourquoi il s'est pendu. Tu es là, tu as envie de décrocher le truc, tu vois. Tu es là, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Tu as le ciel qui te tombe sur la tête. Et effectivement, oui, il n'a pas supporté que ma mère le quitte. Il a laissé une lettre apparemment qu'on n'a jamais, moi, j'ai pas lu la lettre. D'accord. Et je me suis toujours posé la question. Et je sais qu'il n'était pas mort quand j'étais là parce que je l'entendais parler. Ouais. Je l'entendais et je soupçonne. Et je soupçonne que mon frère, mais mon frère de toute façon, il me l'a dit quelques années plus tard qu'effectivement, quand lui il est rentré de l'école, il avait la corde au cou, il n'était pas encore. C'est pas encore moi. Non. Donc il a parlé avec son fils et il s'est pendu devant son fils. Et comment toi tu réagis à ton âge avec tout ce que tu vis? T'es révolté. Ah, comment tu fais pour t'en sortir? Ouais, comment tu l'as dit, sur le moment tu veux décrocher, tu veux essayer d'aider, mais c'est trop tard. Donc c'est quoi l'impact psychologique qui se passe dans ta tête, surtout que tu dis que tu es très proche de lui? Ouais, t'as le ciel qui te tombe sur la tête, t'es anéanti. Moi, j'ai fait un choc émotionnel, donc j'ai pas parlé pendant des heures. J'étais complètement sidérée. Mhm. Ma mère, c'était mort, là, c'était fini, parce que pour moi, c'était sa faute. Je lui en ai voulu énormément. Et puis de là, on n'a même pas vu de psy, hein. Tu vois, nous, on n'a pas, nous a Même pas laissé comme d'aide. ça dans la nature, rien du tout. La seule chose que j'ai eu, l'aide que j'ai eue, c'est cet ami hollandais qui était avec moi ce jour-là, qui était le meilleur ami de mon beau-père, qu'il avait été voir d'ailleurs justement 1 semaine avant en disant je vais faire un voyage, j'ai besoin que tu t'occupes de Mélanie, je veux juste que tu prennes soin d'elle. Il avait dit à son meilleur ami, le hollandais. Et je pense que ma psychologie, ça a été le fait que je sois partie de ce fait. Je suis partie après en Hollande avec cette famille-là 1 année. C'était un petit peu la Ouais. révolte en disant c'était Non, trop, c'était trop. Je pense que lui, il a été voir ma mère en disant ouais, je prends ta fille si tu veux, je m'en occupe. Mhm. Elle a dit pas de problème, de toute façon, ça l'arrange bien. Hein, Mais est-ce qu'elle avait quand même un sentiment de culpabilité? Je pense qu'elle a eu un sentiment de culpabilité, oui, quand même. Hein. Sinon, ce serait. Je pense que oui. Malgré le fait Mais ça que l'a les pas amants... empêché, ça l'a pas empêché de 10 mois plus tard se remarier et refaire un enfant, se remarier avec un parfait inconnu. Directement derrière, 10 Ah mois ouais. après. Ouais. J'ai jamais vu ma mère en noir, par exemple. Elle a même pas fait le deuil pour toi. Peut-être à sa façon, mais moi j'estime que si tu as un minimum de respect pour tes enfants, si nous, à la limite, on n'était pas ses enfants biologiques, mais pour tes fils qui se sont pendus, le père dont s'est pendu, enfin, je sais pas, tu fais en sorte de t'occuper de tes enfants au moins et de au moins les faire voir un psy ou de venir demander pardon, je sais pas. Non, on n'a rien eu de ça. Est-ce que tu as pu faire le deuil? Moi, j'ai pas envie de faire mon deuil parce que c'est mon petit ange. Tu vois, il est avec moi tout le temps, donc je me dis qu'il me protège. Oui, le deuil, je l'en ai voulu quand même. Ah oui? Ouais, de nous avoir abandonnés, d'avoir fait ça, j'ai pas compris. Et de l'avoir fait comme ça. Je me suis dit pourquoi il a fait ça à la maison, il savait qu'on allait rentrer de l'école, tu aurais pu faire ça ailleurs. Mhm.
C'était quelqu'un qui adorait la mer. Tu aurais pu te cacher, quoi. Ouais. Pas forcément le mettre. Après, j'ai essayé de comprendre et puis j'avais une discussion une fois avec une cliente psy qui m'a dit, tu sais, ces gens-là, ils réfléchissent pas. C'est des coups de folie, en fait. Ils réfléchissent pas. Donc, je pense qu'effectivement, il avait déjà essayé auparavant, puis qu'on n'aurait rien pu faire. Il était décidé. Et à ce moment-là, est-ce que tu as une aide? Tu me dis que tu pars avec justement ces gens proches de ta famille, mais est-ce que tu as une autre aide extérieure Non, j'ai psychologique pas ou d'aide. c'est vraiment Non. eux qui te prennent en charge? Ils me prennent en charge, oui. À l'époque, j'ai un copain. J'ai mon premier amour. Je suis restée avec lui de 15 ans à 20 ans. Et c'est vrai que c'était compliqué avec mon beau-père parce qu'il me laissait pas le voir. J'avais pas le droit d'avoir un petit copain. Lui, il habitait. Moi, j'habitais au sud de la France. Il habitait en Haute-Savoie. Donc, des fois, il faisait la route pour venir me voir, mais il n'avait pas le droit de rentrer. Donc, c'était un peu conflictuel entre mon beau-père, ma relation amoureuse, parce qu'il n'acceptait pas que j'ai un petit copain. Et quand j'ai dit à mon copain que Thierry était décédé, il m'a dit, bah, au moins comme ça, on sera tranquille. Ça m'a choquée. Waouh. Ouais. C'est ce qu'il a osé dire. Ouais. Mais tu es quand même restée avec lui après. Ouais, je suis restée avec lui, j'étais amoureuse, mais ça m'a marquée. Mais ça, c'est près des choses que tu comprends par la suite. Et puis, je pense que ça a fait partie de la raison pourquoi je l'ai quitté aussi. Non, c'est clair qu'on n'a pas toujours forcément conscience. Et surtout, je pense que... Puis, il était jeune aussi, je pense. Tu vois, des fois, c'était le truc con à pas dire, quoi. Et tu t'attaches à quoi? Tu t'attachais à quoi, toi, à cette époque-là? Tu as perdu ton beau-père, tu n'as pas forcément de relation très fusionnelle avec ta maman. Ouais, donc... tu te dis, la vie, c'est la jungle. Moi, il faut que je m'en sorte. J'ai personne pour m'aider, il faut que je m'en sorte toute seule. Donc, tu fais ton bout de chemin, puis c'est soit tu te laisses aller et puis tu tombes dans la drogue et la prostitution ou plein d'autres choses, ou tu te laisses aller, soit tu te dis non, moi, ma vie, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de faire quelque chose d'intéressant, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie d'être une mère attentionnée, j'ai envie de pouvoir avoir un... Mais c'est vrai que moi, ma priorité, c'était de me dire, je veux m'être avec quelqu'un d'attentionné, je veux de l'amour, je veux qu'on me pousse vers le haut. Et ça, c'est vrai que j'aurais pas pu mettre, par exemple, avec quelqu'un qui ait trop d'emprise sur moi. Ça, c'était déjà radical. Ça, c'était déjà... Et ça aussi, pour ça que j'ai quitté mon premier copain aussi, parce qu'il avait trop d'emprise. Et un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, ma vie, c'est pas ça, je m'en vais. Tu veux changer. Je veux changer, ouais. Et comment se passe cette reconstruction, alors? Puis après, la reconstruction, en fait, il n'y a pas de reconstruction, c'est une construction continuelle, en fait. Tu te construis tout le temps, en fait. Donc, en fait, c'est soit tu marches, soit tu crèves, quoi. T'es obligé d'avancer. T'as pas le choix. Donc, je suis rentrée de Hollande. Après, de suite à ça, j'ai pris mon petit appartement. Tu cumules les boulots. J'ai été surveillante d'externat. Je gagnais 800 € par mois, donc c'était très peu. Donc, tu essayes de t'en sortir, tu trouves un petit boulot. J'ai été serveuse dans un restaurant le soir, le week-end, en plus de mes études, de mon boulot à plein temps en tant que surveillante d'externat et encore serveuse. Et puis, tu fais ton petit bout de chemin comme ça. Puis un jour, tu grandis. J'ai rencontré mon mari. Et j'ai rencontré mon homme, qui est mon mari aujourd'hui depuis 18 ans. Et je pense que c'est lui qui m'a... Là, je me suis dit, ah ouais, au début, je voulais pas. Tu vois, c'est lui qui m'a un petit peu couru derrière, puis il ne m'intéressait pas. Puis en fait, j'ai trouvé le potentiel et je me suis dit, ça peut être quelqu'un qui pourrait me correspondre parce qu'il est gentil, il est attentionné. On ne m'avait jamais parlé comme il me parlait. Me dire que je suis belle, que je suis... Plein de mots gentils, tu vois. Tu n'avais pas l'habitude. J'avais pas l'habitude. De l'attention, tu vois. Ouais. Et puis c'est lui qui m'a dit un jour, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et puis je lui ai dit, j'aimerais être esthéticienne. C'est le rêve. C'était mon rêve. Mais quelle était ta relation après avec ta maman, entre-temps, entre ce laps de temps, justement, de ne pas faire le deuil, de ne pas forcément avoir d'explications avec elle? Oui, c'était compliqué pendant des années. En fait, après, elle a eu cet enfant-là, mon dernier, mon petit frère, le dernier. Donc moi, en fait, suite au décès de mon beau-père, j'ai coupé les ponts. Puis après, tu as toujours les gens qui te disent « Ouais, c'est ta mère, il faut faire un effort ». Puis elle venait tout le temps derrière moi, tu vois, elle essayait. Donc, j'ai pardonné. Le décès de mon beau-père, j'ai pardonné. Puis je me suis dit, mon petit frère, le pauvre, il y est pour rien, quoi. C'est un petit bébé, c'est un enfant sans défense. Je l'aime pas, mais c'est pas de sa faute. Enfin, je l'aime pas, c'est pas lui que j'aime pas. C'est le fait de comment ça s'est passé, tu vois. C'est que j'étais simplement révoltée.
Et puis, comment dire, tu as l'espoir de te dire, elle a changé, en fait. En fait, elle a changé, moi, je suis grande maintenant, elle va plus me traiter comme une gamine, tu vois. Puis après, j'avais la grossesse, donc je me suis dit, avec ma fille, ça va être sympa, tu vois. Puis non, elle a continué. Continuer dans ses travers. Continuer dans ses travers. Un jour, elle a débarqué chez moi, elle me téléphone, elle me dit, voilà, je vais décider de déménager, je vais venir en Haute-Savoie, mais je sais pas, le temps, il faut que je me fasse le temps de trouver un appart, est-ce que tu peux m'héberger? Pas de souci, tu viens à la maison. Entre-temps, moi, j'avais une petite voiture aussi, j'avais mis mes sous de côté que j'avais travaillé pour me payer mon école d'esthétique. Donc, elle arrive en juillet. Entre-temps, ben voilà, je l'héberge, je prends mes frères sous mon toit. Et puis, j'avais une petite voiture, je lui laisse ma voiture, je lui dis, fais attention, tu me fais pas des amendes, parce que moi, j'ai pas de sous, hein, je peux pas payer, je gagne 800 € par mois, fais attention tu te gares pas n'importe où. Puis, je la connais, donc, tu vois, je la briefe un peu. Ouais. Puis, mais quand même, tu fais confiance quand même. Puis, c'est ta maman au final, donc c'est ta maman, voilà. Puis tu te rends compte que, pareil, mes frères sont... Un jour, tu trouves mon frère avec une bosse comme ça sur la tête. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle lui avait foutu le trousseau de clés dans la tête. Il avait une bosse énorme. Et puis, un jour, on part en vacances avec mon mari. On part au Brésil, parce que mon mari est brésilien. On part un mois. On revient. Elle m'avait fait une facture de téléphone à 800 € le téléphone. Elle avait appelé des voyants parce qu'elle adore les voyants. D'accord. Et elle m'avait fait 2-3 conneries et tout ça avec ma carte bancaire aussi. Elle avait payé ses 2-3 factures à elle, avec ma carte. Je me rends compte qu'elle m'avait fait 2-3 conneries avec ma voiture aussi, donc des amendes, des trucs, donc c'était chaud. Alors je lui explique gentiment, je dis, tu sais... Et je lui avais prêté 2 000 € quand elle était arrivée. Donc je lui dis, je te prête 2 000 € mais il faut que tu me les rendes parce que... J'en ai besoin pour payer mon école. Oui. Donc ça a traîné. Puis là, elle vit chez toi ou elle a trouvé quelque chose? Elle est venue chez moi. Mais en fait, elle avait vendu une maison, puis elle allait toucher de l'argent. Mais t'inquiète pas, je vais vendre ma maison, je vais toucher de l'argent, je vais te rembourser et tout. Ok. Le temps passe. Entre-temps, elle trouve un boulot à Genève parce qu'elle est très démerde. Elle trouve un boulot à Genève, elle trouve un appart, elle part de la maison. Moi, elle ne me rembourse pas. Donc, je dois faire un crédit à la banque pour payer mon école d'esthétique parce qu'elle ne me rembourse pas. Elle me met dans bateau. Et entre-temps, un jour, je me promène comme ça dans la rue, et puis, dans une ville un peu loin d'ici, je vois ma voiture en vente dans un garage. Ma voiture. Ta propre voiture que tu as achetée avec ton propre argent en vente. Que je lui avais prêtée. Puis je dis, mais ma voiture, donc je l'appelle, je dis, c'est quoi le délire, ma voiture? Puis je vois qu'elle se promène avec une Golf toute neuve, elle fait la belle avec son fric. Puis que moi, je suis dans la merde, en fait, qu'elle ne m'a pas donné mes sous, qu'elle m'a fait une facture de téléphone à 800 €, qu'elle a pris ma carte bancaire pour payer les trucs. En fait, j'avais fait les calculs, il y en avait pour 5 000 €. Sans compter tout l'argent qu'elle m'a volé auparavant, quoi. Et là, j'ai pété un câble, je l'appelle. Elle était au boulot, je l'appelle, je dis, écoute-moi bien. Je dis, là, je fais les calculs, tu me dois 5 000 €, tu vas me les donner, tu vas me les rendre. Sinon, je viens dans ton boulot, je vais tout casser. Et là, j'étais... Tu la menaces quand même? Je la menace. Oui, mais non, je fais, il n'y a pas de mère, tu vas plus m'endormir. À partir de maintenant, il n'y a plus de mère, il n'y a plus de fille, je t'attends là. Sors du boulot, je t'attends. Elle est revenue avec un chèque de banque. Elle m'a remboursé. Et ça, c'est la première fois. Hein. Elle ne m'a jamais remboursé quoi que ce soit. Et puis, elle a essayé de parler. J'ai dit non, c'est bon, c'est mort. De là, je pense qu'après, elle a cogité en se disant, elle prend pour qui pour parler comme ça, tu vois. Donc, elle a dû cogiter, elle a dû vraiment avoir les nerfs. Et peut-être un mois plus tard, j'étais chez moi, tranquille. Et puis, j'entends sonner à la porte. Oui, l'interphone. Oui, salut, c'est Loulou. Je dis, ouais, Loulou. Un mec, un tzigane, mais un chaud, hein. Loulou. Un caïd, quoi, tu vois ce que je veux dire, un manouche caïd. Il m'a vu grandir, cet homme-là. Et qu'il connaissait? Il me connaissait, c'était un ami de la famille. Et il me dit, tu me fais rentrer avec son accent tzigane, manouche, tu me fais rentrer, ma petite? Je dis, oui, vas-y, rentre. Je me demandais pourquoi il était là. J'ai commencé à avoir la pression, tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'il me veut? Et puis, tu me fais un café? Ouais, je te fais un café, pas de problème. Il me fait, tu sais pourquoi je suis là, ma petite? Je fais, bah non, je sais pas, et tout. Il me fait, bah écoute, je vais te le dire. Il me dit, ta mère, elle m'a proposé 10 000 € pour que je bute ton mari, mais je ne vais pas le faire parce que je t'aime bien. Okay. Donc de là, tu te dis, putain, t'es dans l'appartement, t'es toute seule, tu te dis comment ça va finir le truc, tu vois. Donc ton mari en personne n'est pas là? Il n'est pas là. Et j'ai eu de la chance qu'il m'aime bien. Mais toi, tu dis quoi? Bah moi, je suis sur le cul.
Ça m'étonne même quasiment même pas parce que je me dis, mais en fait, c'est juste pour m'atteindre, c'est me faire du mal en fait. Tu vois, j'étais enceinte en plus. Mais est-ce que ça aurait pu être... Est-ce que cette personne aurait pu Oui. le faire? Ouais. Vraiment? Ouais. Ah oui. Donc c'est Et pas, je le c'était crois. pas Et juste ça, pour faire peur, ça, je l'ai alors. dit à ma famille, j'ai dit à mes frères et sœurs, je l'ai dit à ma mère. Elle me dit, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Je dis, ouais, c'est ça. Je dis, moi, j'ai pas rêvé, je l'ai pas inventé. Il est venu chez moi et il m'a dit, ta mère m'a proposé 10 000 € pour que je bute ton mari, mais je vais pas le faire. Donc de là, j'ai coupé les ponts. Puis Tu l'as appelé quand même, ta maman, à ce moment-là? Non, je lui ai dit en face. Quelques temps plus tard, je lui ai dit, elle me dit, c'est pas vrai. Donc de là, en fait, je lui ai dit qu'en fait, donc là, j'ai coupé complètement les ponts. J'avais coupé quand elle est venue me rembourser. Et puis ensuite, il y a eu mon mariage en 2011. Elle a su que j'allais me marier, donc elle s'est dit, oh là là, elle va se marier, il va y avoir du monde, il va y avoir mon ex-mari, son père, les grands-parents. Elle avait envie de venir faire la belle. Et du coup, là, elle a commencé à vouloir essayer de reprendre contact avec moi. D'accord. Parce qu'elle voulait venir au mariage, tu vois. Donc, je répondais pas. Puis gentiment, elle a insisté. Puis moi, je suis gentille. Donc, OK, j'ai commencé à discuter. Oui, j'aimerais qu'on se réconcilie. Et tout suite à ça, je dis, OK, ben, si tu veux. Mais tu viendras pas au mariage parce que moi, je suis pas prête, quoi. Je suis pas prête de te voir comme ça. Je veux attendre un peu de temps et tout ça. Et puis... Mais laisse-moi te couper. Comment réagit ton futur mari? Mon futur mari, il est gentil quand même. Hein, justement, mais quand il sait que sa belle-mère a engagé quelqu'un pour le tuer, est-ce que... Je l'avais prévenu, il avait déjà compris, il avait capté le personnage. Et puis... Mais jusque-là? Bah, je pense qu'il a eu... Ouais, il est devenu blanc, quoi. Ouais, je pense qu'il s'est dit, mais ça craint pour moi, ouais. Ouais. Waouh. Mais il est resté quand même? Avec moi? Ah bah oui, même trop. Il est resté quand même. Ouais, wow. C'est vrai que tu te demandes, ouais, des fois on se demande d'où je sors en fait. Effectivement, c'est vrai que j'ai essayé de faire en sorte de pas ressembler à ta maman. À ma maman et puis certaines personnes de ma famille non plus, ouais. Mais tu vois, maintenant j'aimerais comprendre, tu m'expliques avec tes mots, comment tu fais pour avoir une... Après, peut-être que tu ne l'as pas, en tout cas, quand on te regarde et on discute avec toi et que je te connais depuis un moment maintenant, tu as une certaine prestance et une confiance en toi. Mais comment tu as construit ça avec tout ce que tu as vécu? Bah déjà, je sais pas, je pense qu'on est avec un bagage chance et je pense que la personnalité, elle vient quand on est. Chacun a sa propre personnalité et sa propre niaque, tu vois. Je ressemble pas du tout à mes sœurs, par exemple. Moi, je suis vraiment... Moi, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. Après, je suis pas confiance en moi. Hein. Ça, c'est ce qu'on peut penser, mais j'ai pas du tout confiance en moi. Je suis très timide. On dirait pas, hein, mais je suis très timide. Après, je pense que mon mari m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup poussée vers le haut. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée. Parce que c'est quelqu'un qui a un regard sur moi et je pense que j'ai besoin d'être idolâtrée, tu vois, au travail et en amour. Pour être poussée... Moi, je me contente pas du minimum, tu vois. Faut que... Je dis pas que j'ai besoin de plaire, c'est pas ça, mais j'ai besoin qu'on me capte. Si tu me captes pas, c'est que si t'as pas compris, c'est... C'est compliqué. Ouais. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, ouais. Puis les gens sont beaucoup dans le jugement, tout le temps, on te juge, ton apparence. T'es sexy, t'es apprêtée, donc t'as l'étiquette de la fille facile, la prostituée, ça aussi j'ai eu. Ouais, revenir à ça. Ouais, ça aussi j'ai eu, même dans ma famille, oui, de toute façon, son institut de beauté. Même dans ta propre famille? Ouais. Si ça fonctionne, de toute façon, elle est à Genève, elle se prostitue, elle fait des trucs, elle fait des massages bizarres et tout, oui, oui. Avant d'arriver à ça, je vais te demander, est-ce que c'était la seule dans cette situation avec ta maman? Ou est-ce que tes sœurs, mes sœurs. ou tes frères ont comme... Bon, tes frères, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de favoritisme, donc je pense que de leur côté, ça va. Non, c'était mes 2 sœurs et puis l'avant-dernier des fils. Donc, mais donc, il y en a qui ont coupé les ponts comme toi aussi avec la maman, ou tu es la seule dans cette situation? Coupé, je suis la seule. Okay. Mais après, c'est vrai que mes autres sœurs, c'est très distant quand même. Donc quand même un petit peu de retenue. Oui, c'est distant, ouais. Ok. Et donc cette apparence, Mel, parce que c'est vrai,
Tu es une belle femme. Merci, c'est gentil. Je pense on a dû te le dire souvent. Tu travailles dans l'esthétique aujourd'hui. C'était un moyen peut-être aussi de t'échapper de tout ça. Mais quel a été justement le regard des gens quand tu débarques Quand tu débarques à Genève, ou quand tu débarques dans ce nouveau monde après ce vécu-là? après, en fait, moi, je me suis rendu compte les années plus tard, parce que j'étais hyper naïve, d'ailleurs, effectivement. Je débarque à Genève, j'ai 25 ans, je suis blonde, platine, à forte poitrine, avec un cul comme ça, donc pulpeuse, tu vois. Et c'est la française, tu vois, un peu l'image un peu de la pauvre fille française qui arrive sur Genève et qui veut se faire de la thune, tu vois. Moi, c'est ce que j'en déduis aujourd'hui, mais j'étais pas du tout dans cette, tu vois, moi, j'étais complètement naïve. Et je suis arrivée, et effectivement, j'ai d'abord travaillé dans un endroit où j'ai... D'ailleurs, à chaque fois que j'ai trouvé du boulot, c'était par rapport à mon physique. On m'a dit, moi, j'ai besoin de personne, mais je vous engage. Hein. Ah, t'avais vraiment ce passe-droit-là? Ah oui. Ok. Ouais. Les 2 fois où j'ai cherché du travail, on me disait non par téléphone, mais passez quand même. Ah ok, d'accord, mais j'ai pas besoin, mais je vous engage. Ouais. Okay. Donc ça, tu comprends pas trop. Puis après, c'est vrai que tu as le cliché de... Par exemple, quand j'étais serveuse, oui, c'est vrai que j'étais toujours très talon, très apprêtée. C'est pas que j'aime plaire, mais j'aimais bien, tu vois. Et puis, je me souviens d'une fois où je rentre tard, ça devait être 3h du matin. Puis les douaniers qui m'arrêtent, et puis vous sortez d'où là? Ben, je sors du travail. Ouais, c'est ça, ouais. Vous travaillez dans quoi? Vous faites quoi? Puis ils se faisaient des coups de coude. Ah non, mais c'était l'image de... Le problème, c'est que Genève, il y a tellement de filles qui peuvent avoir d'accord. Après, moi, j'ai rien contre. Hein. Non. Chacun son métier, chacun son truc. Tout à fait. Du moment que tu assumes, j'aurais pu. Hein. On m'a fait des sacrées propositions. T'aurais pu? J'aurais pu si j'avais voulu. Ah ouais? Ah oui, si j'avais voulu, j'aurais pu. On m'a fait des propositions. Je t'achète un appartement, je te donne tout ce que tu veux, juste à voir avec moi. Ah vraiment? Des clients, ouais. Des clients quand j'étais serveuse, des propositions, des sacrées propositions indécentes. Et moi, je suis pas une pute. C'était net. Et je pense que tu peux y réfléchir parce qu'on te fait des propositions où tu te dis ah ouais quand même quoi. Tu te dis wow. En plus en ayant été dans la galère. La galère totale, hein. Mais j'étais en pleine galère totale, ouais. Et tu réfléchis, tu te dis ah ouais quand même. Tu te dis puis après non, ma vie c'est pas ça. Moi le côté malsain je peux pas. Et puis justement, moi je suis pas comme ma mère. J'ai un enfant, j'assume ma fille. Quand je suis arrivée à Genève, j'avais ma fille. J'assume mon enfant, je suis propre. Je fais les choses proprement, je fais mon truc pour moi et je suis une femme indépendante et je demande rien à personne. Après, c'est compliqué de répondre à ça, mais est-ce que tu penses, avec du recul, que ta mère aurait accepté Ah oui, plusieurs fois, je me suis dit heureusement que je suis pas Linda parce que... Elle aurait accepté, tu penses? Ah mais carrément. Et comment tu peux m'expliquer, après tu me l'as dit un petit peu, mais que toi, quelle a été ton abnégation ou ta motivation pour justement ne pas tomber là-dedans? Et j'aurais pu même tomber dans la drogue, parce que quand j'étais serveuse, tous mes collègues, ils tapaient la coke pour tenir, et on m'en a proposé plein de fois, ça c'était quelque chose, c'était radical pour moi, je touche pas ça. Tu tombes, c'est dans la tête. C'est soit tu te dis non, moi je pars sur le droit chemin, soit tu prends le chemin qui est un petit peu, tu vois. Non, moi c'était, je suis une femme bien, je marche droit, tu vois. Pour moi, c'était faire mon truc. C'était faire ton voilà. truc. Sainement. À ta sauce, sainement. Le plus sainement et de prendre des bonnes décisions et d'essayer de faire les choses le plus propre possible. Pour moi, je trouve que la base, c'est de se respecter. Tu respectes ton corps, tu te respectes. Après, fais ce que tu veux si tu assumes. Moi, c'est quelque chose que j'aurais pas du tout assumé. C'est bien dit. Et aujourd'hui, donc, on va dire, ton salon d'esthétique a 15 ans. Ouais, il a 15 ans. Ça, c'était aussi... c'était belle... c'était bien compliqué aussi. C'était des années... Compliqué dans quel sens? On a fait aussi des belles et des pas mûres, mais la relation humaine, tu vois, les gens. Il y a eu des années compliquées aussi, mais ça fait partie du jeu. Le personnel, les coups de poignard dans le dos, tu veux aider les gens, puis après on te fout au prud'homme, on te demande de l'argent, on essaye de te
de te soutirer de l'argent. On pense que tu es blindé parce que tu as un institut de beauté à Genève. On pense que tu es riche ou que tu te prostitues. Ou que... C'est une image, c'est particulier quand même. Est-ce que tu es méfiante? Est-ce que tu as eu ce côté avec ce que tu as pu vivre toi-même? Est-ce que tu as eu un peu ce talent ou ce don d'un petit peu déceler les gens qui pouvaient être malsains ou qui sens les pouvaient gens, ouais. justement faire du mal Je à cerne. toi ou Ouais. au salon? Oui, maintenant oui. Au Maintenant, début, aujourd'hui. non. Au début, j'étais très naïve. Donc, moi, tu me dis, je suis comme ça, je te crois, quoi. Tu vois, tu me dis, moi, je suis sérieux. Tu vois le bien en fait tout le temps. Ouais, je vois le bien. Donc, automatiquement. Mais après, oui, tu te méfies, tu cernes les gens, tu vois, tu fais attention, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai que l'Institut a de belles rencontres. Hein. J'ai rencontré ma meilleure amie. Hein. Mhm. Donc, franchement, c'était magique, c'est magique. Hein. Mais j'ai eu aussi des moments très, très, très douloureux, très compliqués. Et quand tu regardes un petit peu en arrière avec tout ce que tu as vécu, est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire que tu es fière de toi? C'est quoi ton ressenti en fait? Oui, j'ose me dire que je suis fière de moi. On me le dit, ceux qui me connaissent, qui m'ont connue petite, quand ils me voient aujourd'hui, ils me disent « Putain, quand même, hein, je suis fière de toi. Qui aurait cru que… » Tu sais, nous, on était les petites gamines qui n'allaient pas faire d'études, qui n'allaient pas s'en sortir. Nous, on était vraiment mis de côté. Les gens, pour eux, c'était « Ah, ça va être des cassos. Hein. » C'était pas possible qu'on puisse s'en sortir comme moi, je m'en suis sortie. Et effectivement, quand je regarde par la fenêtre, ma vie, je me dis oui, je suis fière de moi quand même. D'être indépendante, entrepreneuse. Ouais, puis je suis maman, j'ai 2 enfants. Maman, t'as 2 enfants. J'ai un mari qui m'aime. Ça n'a pas été non plus tout facile. Hein. Tout est un combat de toute façon. Hein. Rien n'est facile dans la vie. Surtout quand on parle avec une base peut-être pareille aussi. C'est pas toujours simple, je pense. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que souvent, quand on me regarde, quand on me voit comme ça, effectivement, on peut dire toi, c'est facile. C'est facile pour toi. Mais pourquoi c'est facile pour moi? Ah, mais tu as de la chance parce que toi, Non, mais c'est pas une question de chance, en fait. Faut simplement se bouger. Et puis, si tu as envie de le faire, ben, fais-le, tout simplement. Là, je suis en cours de formation pour passer le brevet fédéral d'esthétique médicale. J'ai 41 ans. Je retourne dans les études. Mais c'est comme ça. Ah, bah, dis donc, tu as du courage. Bah, faut se lancer. Si tu fais pas les choses… J'ai pas eu l'occasion de faire des études quand j'étais jeune, parce que ma mère, déjà, on déménageait tout le temps. Les devoirs, tu lui dis, tu te ramenais avec un poème, tu étais toute contente d'avoir appris ton poème, ça la saoulait, non, c'est bon. Tu lui demandais de signer un truc, c'était signé à ma place. Elle s'en foutait. Ah ouais? On allait à l'école quand ça l'arrangeait. Non. Il n'y a vraiment pas de suivi? Non. Il n'y avait pas de suivi, puis non, rien du tout. Donc, du coup, effectivement, tu dois démerder. Donc, tu te dis, soit je reste dans ma merde, puis je trouve la facilité, soit je fais quelque chose de bien, et puis moi, mes enfants, moi, je voulais être mère. Moi, je voulais des enfants, je voulais fonder une famille. Et je me disais, je suis pas la mère parfaite. Hein. Personne n'est parfait, c'est compliqué. Mais franchement, je fais mon maximum, et pour mes enfants, l'éducation, c'est très important. Mais je leur lève pas la main dessus, quoi. Un enfant, c'est une personne vulnérable qui est sans défense. C'est comme les personnes âgées, c'est comme les animaux. On les touche pas, quoi. On les maltraite pas. Alors oui, je vais gueuler, je vais crier. Mon fils s'est pris des fessées, oui. Mais de là, fracasser ton gosse. Mais est-ce que tu as pu des fois retransmettre les choses que tu avais reçues sur tes enfants? Ça a failli m'arriver. À un moment donné où ma fille était petite, elle avait fait un caprice dans la baignoire, dans la douche, puis je lui ai mis une claque dans le cul, elle m'avait énervée, et elle a vrillé dans la baignoire. Puis je l'ai vu, ce petit bébé sans défense, tu vois, qui me regardait comme ça. Puis j'étais là, je me suis dit, mais en fait, si je veux, là, il n'y a personne qui me regarde, si je veux, je peux la défoncer, en fait. Et faire comme ma mère. Faire avec vous. Mais je l'ai vu, j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Et là, j'ai vu ma mère. Mais je lui ressemble beaucoup, hein. C'est un combat de pas… Tu le ressembles beaucoup physiquement dans les traits et certains traits de caractère plus. D'accord. Plus, parce que j'ai fait un travail sur moi, mais physiquement, ouais. Ça m'arrive de voir des photos où je vois ma photo et je dis « Ah non, j'ai une sale gueule. Ah non, mais non, mais on dirait ma mère, j'efface. » Ah vraiment? À ce point? Ouais. Est-ce que tu penses que ta mère est fière de toi aujourd'hui? Si tu prends… Non, elle s'en fout. Elle s'en fout, elle est jalouse.
Elle est Je carrément pense- jalouse. Je pense que c'est... Ouais, elles sont fières. Elle a pas... Je sais pas. Non, mais tu sais, genre, donc pour toi, c'est même pas quelque chose, c'est même pas une question que tu te poses. Non, moi, ce qui était important, c'était que mon père soit fier de moi. C'était mon père, surtout. Parce que mon père, si tu veux, il nous a pas désiré, oui. Pour lui, on était un peu, quand on était petite, c'était un peu un fardeau, tu vois. Il s'est dit, putain, je me retrouve maintenant avec 3 gosses. En plus, ma sœur, je t'ai pas dit, mais ma première sœur, ma grande sœur, c'est pas sa fille, donc il l'a adoptée parce qu'elle l'a eue, ma mère, elle l'a eue, avant de rencontrer mon père. D'accord. Et puis quand elle a rencontré mon père, elle s'en est vite débarrassée. En fait, elle l'a abandonné, elle l'a mis à la DAS. Puis mon père a su ça, il a dit, mais où est ta petite sœur? Parce qu'elle lui avait fait croire que c'était sa petite sœur. Elle a dit, non, non, mais je l'ai abandonnée, elle est à la DAS, on va pouvoir être tranquille. Il fait, mais n'importe quoi, on va aller la chercher. Donc ils ont tout fait pour aller la récupérer. Il l'a adoptée, il l'a mis à son nom. Pour lui, c'est la seule qu'il a désirée. Wow. Parce qu'il a été la chercher. Après, ma petite sœur et moi, c'était des coups dans le dos. Donc pour moi, c'était plutôt rendre mon père fier. Parce que pour lui, je pense qu'il nous identifiait, il pensait qu'on allait devenir comme elle. Il se disait, mes filles, ça va devenir quoi? Sérieux, quoi. Et nous, on allait un week-end sur 2 chez lui. Quand on n'avait pas d'époux, c'était cool. Alors, des fois, c'était chiant, on était toujours mal habillés. On sentait la clope parce que ça fumait. Il y avait mon père, il a assumé son rôle de père. Mais tu sentais que c'était un petit fardeau quand même. Donc, moi, ouais, c'était. Et il est fier aujourd'hui. Donc, ton papa est fier. Ouais. Et alors, dans ce cas-là, je dirais plutôt, est-ce que c'est. C'est ma réussite. Belle revanche. Ouais, je pense que c'est ma belle revanche. De rendre mon père fier, ouais. Parce que honnêtement, oui, ça a été aussi des fois un peu compliqué, mais mon père, c'est une personne saine. C'est une personne saine et puis c'est une personne intelligente. Et aujourd'hui, il est là, et c'est ce qui compte. Ma mère, si elle avait assumé, si elle n'avait pas abusé comme elle a abusé et tiré en long, moi je pardonne. Hein. Moi, je me dis, allez, ils étaient jeunes, c'est compliqué de se retrouver. Mais elle continue dans son délire. Mon père, au jour d'aujourd'hui, il me dit je t'aime, il m'appelle mon cœur, ça me fait plaisir. Mais j'ai jamais eu ça, petite. Mais je m'en fous. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est l'instant présent. C'est comment il est avec mes enfants, comment il est avec mon beau-fils, qui traite comme son petit-fils, comment il est avec moi, le plaisir qu'il a en venant me voir. Et oui, il est fier. Ouais. Il est fier. Et comme tu parlais d'aujourd'hui et d'instant présent, quelle est la relation avec ta maman aujourd'hui et est-ce qu'une relation future est encore possible? Non. Moi, c'est fini. J'ai tout donné et j'ai plus envie parce que j'ai pas de sentiment négatif envers elle. Je ressens pas d'amour, je ressens pas de haine. Mais pour moi, elle n'existe plus. Elle fait plus partie de ma vie. Je l'ai rayée. Je veux plus en entendre parler. Tout a été trop loin et elle changera pas. Je veux pas qu'elle change, elle est comme elle est de toute façon. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est mes enfants, c'est mon mari, c'est mon cocon à moi, ma famille à moi que j'ai construite. Et c'est ça qui compte. Ouais. Mel, merci pour ce témoignage très fort. Merci. Oui. Comme je l'ai dit, ça peut dû être facile pourtant, on en avait discuté auparavant un petit peu. Ouais, mais faut pas avoir de regrets dans la vie. Je pense qu'on est comme on est. Moi, si je suis comme ça aujourd'hui, j'ai envoyé une fois un message à ma mère. Je lui ai dit merci. Ah, quand même. Merci pour tout ce que tu as fait et dit, qui font en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Parce que si j'avais pas eu ce passé-là, je pense que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et je pense que je suis une bonne personne. Donc, grâce à ça, tu vois, toujours trouver le positif dans le négatif. Donc, ouais, je pense que voilà, c'était ma destinée. Après, j'ai pas de séquelles. Hein. Je vais très bien. Tu vas très bien. Ouais. En tout cas, c'est un bel exemple de résilience. Et j'ai envie de te dire bravo et continue comme ça, même. Merci. Merci Joe. Beaucoup. Merci. Ce podcast vous a été présenté par Bragg.ch, votre magasin en ligne où vous payez comme vous voulez.